le monde d'être venu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hugues Boulanger. C'est moi qui vais faire une espèce d'animation de la soirée, mais inquiétez-vous pas, je ne chanterai pas. Et si la soirée se prolonge, puis je veux vider la salle, là, je vais chanter. Ça va être un moyen. Alors, j'ai deux petits messages à vous faire avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est d'abord, si vous avez eu un petit billet pour un tirage de prix de présence, c'est correct, vous pouvez rester assis. Si vous n'en avez pas eu, vous venez voir Michel Antille, il est là-bas, parce qu'à la fin, il va y avoir un tirage de prix de présence, 5-6 petits prix fournis par la ville. Deuxième chose à vous annoncer, c'est si vous avez besoin d'aller à la toilette, pas besoin de descendre en bas. En sortant ici, tout de suite, le corridor à droite, il y a des petites affiches sur les portes, là. Ça doit être clair de savoir que c'est une toilette pour hommes ou pour femmes. Tu vas chanter ou Pas encore. C'est parti. Alors, on veut d'abord vous remercier d'être présent. On vous sollicite quand même assez souvent durant l'année, au moins aux deux campagnes de fromage, à d'autres occasions aussi. Puis vous êtes toujours fidèles, vous êtes toujours là, selon votre disponibilité évidemment. Les gens retraités viennent en grand nombre. Comme nous, dans la Fondation, on est tous des gens retraités. Je vous remercie d'être là. Je remercie aussi la Ville de Plessisville de nous fournir le local et surtout de nous prêter l'assistance des deux jeunes filles qui sont en arrière. J'aimerais que vous approchiez Marie-Michel et Dany. Ça mérite une bonne main d'applaudissement. Il y a raison, elles sont d'un dévouement à toute épreuve. Alors, elles ont beaucoup aidé pour l'organisation de la soirée. Alors, pourquoi on fait cette rencontre-là? C'est pour souligner la Journée internationale de sensibilisation à l'hypertension pulmonaire, journée qui est le 5 mai. Alors, vous voyez qu'on est un peu en retard, parce qu'on est le 10, mais le 5, on a décidé de ne pas le faire parce qu'il y avait une autre activité dans le cadre du Festival de l'érable à Plessisville qui mobilisait une couple de 1000 personnes. Puis, ça aurait été difficile d'organiser la soirée avec ça. Alors, on l'a mis le 10 mai aujourd'hui. Vous voyez dans la salle certains signes de l'hypertension pulmonaire. D'abord, il y a des gens qui, comme moi, portent un foulard mauve. Il y en a d'autres qui ont un vêtement mauve. Même M. le maire a une chemise mauve. Jules Malenfant, une chemise mauve. Et vous avez probablement tout le monde un petit ruban avec une épinglette qu'on vous a donnée, qu'on vous a offert à l'entrée. Un autre signe, c'est si vous êtes arrivé par l'avant de l'hôtel de ville, il y a un drapeau de l'hypertension pulmonaire qui flotte au bas de l'hôtel de ville, entre celui du Québec et de la ville. C'est ça? J'ai essayé de prendre une photo, mais il ventait passer ou il ventait pas sur le bon bord, fait que on va se réessayer. Il y a eu le 5 mai aussi, un peu partout au travers du Canada, des édifices qui ont été éclairés en mauve. Il y a eu le mât du Stade olympique, il y a eu l'hôtel de ville de Sherbrooke, la tour CN à Toronto, un pont célèbre, mais dont le nom m'échappe, à Vancouver. Et il y aura ce soir l'hôtel de ville de Plessisville, qui sera aussi éclairé en mauve. On va le voir quand on va sortir un petit peu plus tard. Il y a eu aussi, j'avais oublié, le pavillon des États-Unis de Expo 67. Vous vous rappelez probablement tout le monde, la biosphère. Alors, ça a été éclairé en mauve. Autre signe de l'hypertension pulmonaire, c'est le logo qui est sur l'oriflamme qui est là ou l'autre en arrière.
Il y a comme en haut, il y en a qui appellent ça un oiseau, il y en a qui appellent ça un papillon, mais c'est notre logo et ça représente évidemment le cœur et les deux poumons. Parce que ce sont les deux organes qui sont touchés par la maladie. Alors, chez Denis, il appelle ça un papillon, lui. Des fois, il en va passer quand il joue au golf. Et puis, des fois, il réussit son pas, des fois, il manque. Alors, pour cette occasion de ce soir, on veut souligner la part de Denis Cormier, le président fondateur qui est sorti du conseil d'administration à sa décision à lui. Il n'a pas été mis dehors, inquiétez-vous pas. Il a décidé de sortir. Alors, on veut faire une reconnaissance pour son travail. On veut aussi souligner le travail des bénévoles. Et puis, en passant, je voudrais souligner un de nos membres du CA, M. Jacques Gariepi, qui a été honoré d'une médaille du lieutenant-gouverneur il y a quelque temps pour son implication dans la communauté, surtout à Victoriaville, dans les 75 dernières années. Non, mais dans les 20-25 dernières années, s'il fallait vous lire tout ça, ça serait très long. Je l'ai lu, mais c'était très mérité, cette médaille-là. Alors, on va continuer avec Dolores, qui va vous présenter un petit résumé de la vie du président comme président. Bonsoir. Ce que je veux relater, moi, c'est l'honneur qu'on a reçu lors de la semaine de l'action bénévole. Le Centre d'action bénévole de Plessisville organise à chaque année une fête pour les bénévoles. Alors, ça s'est tenu la semaine passée à l'espace Sophia de Sainte-Sophie. Et la Fondation a reçu un certificat de reconnaissance pour sa participation bénévole, sa contribution et sa participation à la qualité de vie de la communauté. J'ai pris un extrait de ce qui avait été préparé lors de cette petite fête et je vais vous lire et ça vous donne un petit peu une explication sur la Fondation et par le fait même sur le travail de Denis. Alors, la Fondation HTAPQ, c'est la Fondation de l'hypertension artérielle pulmonaire du Québec. C'est Denis Cormier qui a fondé l'association en 2006 avec l'aide de deux autres collègues, Pauline Danjou et notre ami Jacques Gariepi qui est ici présent. Ils ont demandé les lettres patentes pour former l'association. Certes, il l'a fait pour sa fille Isabelle qui était atteinte de cette grave maladie qui est encore tellement méconnue de nos jours. On sait que les fondations naissent souvent par compassion, par amour, par désir d'aider. C'est comme ça qu'en janvier 2007, un conseil d'administration de 7 personnes est formé et depuis, la Fondation ne cesse de grandir, d'étendre ses services et d'aider les personnes atteintes. Denis Cormier a assuré la présidence jusqu'au 2 avril dernier, où Hugues Boulanger a pris la relève. On compte aujourd'hui plus de 300 membres avec contribution et 150 personnes atteintes qui sont inscrites à la Fondation et qui peuvent recevoir de l'aide. Soit sur le plan financier, les gens peuvent recevoir de l'aide, par exemple, pour la franchise pour l'achat de leurs médicaments, pour des frais de déplacement, parce que il faut se rendre soit à l'hôpital Juif, soit à l'hôpital Laval. Parfois, on les aide pour de l'entretien ménager, l'achat de lunettes, un autre exemple, parce que la vue baisse rapidement à cause des médicaments, probablement. Donc ça, c'est sur le plan financier. Sur le plan éducationnel, la Fondation fait connaître la maladie et ses symptômes en distribuant de la documentation. Ça a l'air de rien, mais dans nos 1650 boîtes de fromage, là, il y avait un feuillet d'information. Alors, c'est 1600 personnes qui ont entendu parler de la maladie.
Puis des gens souvent souffrent de cette maladie-là, mais ils ne savent pas, c'est difficile à dépister. Alors plus on parle des symptômes, plus on la fait connaître, mieux c'est, parce que plus la maladie est prise tôt, mais plus les médicaments vont agir et ça va retarder les effets de la maladie. Et on est là aussi pour supporter les personnes atteintes en organisant et en favorisant la participation à des congrès, à des conférences où il y aura des spécialistes, des conférenciers, médecins, nutritionnistes, etc. Et on se déplace dans différentes villes, ça peut être à Québec, ça peut être à Montréal, ça peut être à Trois-Rivières, et ainsi de suite. Alors, ça c'est un extrait, là, c'était beaucoup plus long que ça. Mais je pense que ça vous donne une idée de ce que c'est la Fondation. Alors là, je vais inviter Hugues Boulanger, notre nouveau président, à remettre le certificat de reconnaissance à Denis. On trouve qu'il mérite parce que sans lui, la Fondation n'existerait pas. Alors, Denis. Alors, sans moi, la Fondation n'existerait pas, mais sans le CA et les bénévoles, on n'aurait pas eu cet honneur sur moi. Alors, vous avez tous chacun un petit morceau. On va demander de le faire couper tantôt. Placez-vous, M. Boulanger. Comme ça? C'est beau, ça? Non. Fais-les donner dans les vents. C'est correct? Oui, c'est bon. Non, mais parce que tu as quasiment tout dit mes affaires, là. Ah non, ça sera pas pareil. Mais je vais vous faire un historique un peu plus tard. Oui, c'est ça. Ça commence par ça, là, les 10 ans de la Fondation HTAP. Il s'en est passé des affaires dans 10 ans, mais... Alors, on poursuit avec un autre intervenant qui va venir vous adresser un peu la parole. Il s'agit de Mario Fortin, maire de la ville de Plessisville. Alors, bonsoir tout le monde. Très content de vous accueillir ici à l'Hôtel de Ville de Plessisville pour cet événement. Donc, bravo. Bravo pour votre engagement. Je trouve ça toujours inspirant de voir des gens, comme vous dites, il y a quand même beaucoup de retraités qui consacrent une partie de leur retraite pour une cause aussi noble. C'est très inspirant. Puis pour une ville comme nous, d'avoir des organismes qui rayonnent comme la vôtre, évidemment, on ne peut pas demander mieux. On ne peut pas faire autrement que de vous encourager, on ne peut pas faire autrement que de vous s'impliquer humblement dans votre cause. Félicitations pour vos 10 ans, hein, parce que 10 ans, c'est quand même jeune, mais c'est quand même beaucoup. En même temps, d'années, sachez que ça a souvent passé comme un éclair, là, mais c'est quand même 10 ans, c'est une très belle étape. Félicitations, Denis Cormier, que j'ai eu la chance de connaître dans notre vie. Et donc, bravo pour ce bébé de lequel tu vas accoucher et qui a grandi et qu'aujourd'hui tu regardes grandir un peu avec distance, mais sûrement avec encore beaucoup d'intérêt et beaucoup de cœur. Bravo parce que ça vient de chez nous, ça aussi, c'est une initiative qui vient d'ici, qui nous fait rayonner également notre région. Je suis un petit peu déçu que Montréal, je ne suis pas déçu, je suis content que Montréal ait copié notre idée d'éclairer le bâtiment, d'éclairer le hôtel de ville dans le stade olympique. Là. Et quand je vais voir le maire Bonnard, je vais lui dire ça, qu'il a volé notre idée. Mais on est très contents. Non, mais je vais lui dire d'éclairer son hôtel de ville. Je dis ça comme si je le voyais tous les jours, là, je ne le vois jamais. Ça a l'air bien de même. Mais non, on est très contents de ce geste-là qu'on fait pour la Fondation. Et on sait que la maladie, quand ça arrive, c'est déjà difficile, peu importe laquelle. Mais quand on est capable d'avoir du soutien et du support, déjà, ça nous permet de passer plus facilement à travers. Et donc, la vocation de l'HTAPQ, dans ce sens-là, vous faites un bien énorme à un paquet de gens. Et c'est ça qui est important.
Et pour ça, ça prend de la sympathie, ça prend de l'empathie, ça prend du cœur, ça prend du temps, ça prend des bénévoles. Donc, félicitations tout le monde. Bravo encore une fois, Denis. Bravo aussi à eux d'avoir pris le relais de tous les bénévoles. Et puis, je souhaite encore longue vie à la Fondation, qu'on puisse se revoir au 25e. Puis, là, à un moment donné, il y a peut-être des âges, je ne serai peut-être plus là pour vous dire au 50e, je ne suis pas certain, mais peut-être le 25e. Et en tout cas, tout le monde 15e, on va commencer par ça. Et je vous souhaite un bon succès encore dans l'organisme et encore plus de subventions, plus d'aide, plus d'acrocisme, puis qu'on ait encore plus de monde et puis qu'on puisse trouver une façon que la maladie, à un moment donné, soit stabilisée et facile à traiter. Comme d'autres maladies qu'on a réussi, qu'on a investi, la recherche, on a investi là-dedans, il faut investir. Et à un moment donné, aujourd'hui, on fait des miracles pour bien des maladies. Espérons qu'on soit capable de faire la même chose pour cette maladie-là. Et donc, je vais juste compléter en remettant un petit cadeau à M. Cormier, à Denis, pour... je vais poser mon micro. Alors, Denis, on est très content de te remettre des produits de capital mondial de l'érable, il ne faut pas l'oublier. J'aimerais dire qu'on soit du sucre Québec à notre félicitation pour le petit groupe. Là, j'ai pas mis la clé de toute devine. Merci. Bravo. Et merci beaucoup de monde. Je vais vous en parler tantôt. J'ai été représenté de la Fondation 3 fois aux États-Unis. À Orlando, à Indianapolis, puis à Dallas. Alors, avant de partir, je viens ici, puis ils me donnent des petits souvenirs de la ville, puis je fais connaître la ville de Plessisville aux États-Unis. Et à grandeur du monde, parce que là, il y a des représentants d'un peu partout. J'ai donné un CD de musique à une japonaise il y a en 2014, je l'ai revu en 2016, je l'écoute encore, il est très beau. J'ai dit à ma soeur qui joue là-dessus, tu joues au Japon grâce à moi. Merci. La soirée n'est pas finie. On va entendre maintenant le témoignage de Jessica Léonard. Jessica est une personne atteinte récemment, une jeune fille de Trois-Rivières. Il va venir vous raconter un petit peu son expérience par rapport à l'hypertension pulmonaire. Jessica? Vous m'entendez bien? Oui, je veux que tu mettes à genoux vous parler. OK. Parfait. Donc, bonjour, moi c'est Jessica, je suis de Trois-Rivières, j'ai seulement 24 ans. J'ai appris récemment, c'est-à-dire en novembre dernier, que j'ai été diagnostiquée dans le fond à HTAP. Donc, par exemple, avant ça, je menais quand même une vie normale. Donc, je faisais de l'activité physique, je dansais. J'ai un petit garçon aussi qui va avoir 2 ans. Puis mon conjoint, on souhaitait en avoir un autre aussi. Donc, avant de savoir que j'étais atteinte d'hypertension pulmonaire, j'étais enceinte de à peu près 8 semaines. Dans le fond, c'est ce qu'on souhaitait, mais quand on a appris la nouvelle, c'est sûr que le cardiologue il m'a dit que probablement on ne pourrait pas garder le bébé parce qu'il va falloir prendre la médication et me soigner. Donc, on m'a référée à l'hôpital juif de Montréal où j'ai rencontré le docteur Langevin. Donc, pour lui, ça a été, pour moi, ça a été vraiment la personne mon Dieu, il m'a sauvé la vie. Parce que quand j'ai été admise à l'hôpital juif, ils m'ont passé une batterie de tests. On a enfin découvert que ça a été la petite lumière parce qu'on a découvert une cardiopathie.
Sans la cardiopathie, je pense que j'aurais été beaucoup plus à terre, mais c'est une bonne nouvelle, même si ce que j'ai vécu, ça a été beaucoup d'émotions, puis je pense que beaucoup on a vu beaucoup d'atrocités aussi dans nos têtes qui s'est passé. Et finalement, on a su que ma veine cave supérieure était complètement fichue. Il y avait une veine aussi du côté droit qui n'était pas à la bonne place. Puis j'avais le trou, le chantre, dans le milieu du cœur. Donc c'est ce qu'on a à la naissance, mais qui ne s'est jamais refermé. Donc il fallait absolument avoir une opération à cœur ouvert pour venir régler le tout. Donc c'est le 2 décembre qu'on m'a opéré. Bien sûr, avant ça, il a fallu que je me fasse avorter parce que sans ça, j'ai pas pu. On ne pouvait pas garder l'enfant en même temps de faire tout ça, puisque les chances de survie de moi et l'enfant n'étaient pas là. Donc, j'avais le choix de laisser mon conjoint seul avec mon enfant qu'on a déjà, ou que je le laissais seul avec 2 enfants. Donc, la décision qu'on a prise ensemble, je pense que c'était la meilleure pour nous. Par la suite, quand tout ça a été fini, bon, j'ai eu peur de ne pas me réveiller parce que c'est sûr que les chances, vu que mes pressions dans mon cœur étaient élevées, les chances de ne pas me réveiller, il y en avait. Mais je suis là aujourd'hui, donc c'est signe que ça a bien été. Le chirurgien qui m'a opéré, c'est un chirurgien qui est habituellement fait sur des enfants. Donc j'ai été chanceuse parce que pour lui, j'étais une jeune adulte, une vieille enfant. Donc, pour lui, ça a été un pet, parce que d'habitude, il en fait sur des petits cœurs gros comme ça. Puis, vraiment, il a vraiment bien fait ça. Même ma cicatrice aujourd'hui, je pensais être plus traumatisée que ça. Puis, finalement, elle est super belle, fait qu'elle apparaît presque pas. Je suis vraiment contente. Par la suite de ça, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai dit à ma mère que... parce que oui, je me sentais mieux. J'ai monté des escaliers chez ma mère. Je l'ai regardée, puis j'ai presque pleuré. J'ai dit, mon Dieu, maman, j'ai dit, je suis pas essoufflée. Elle m'a regardée, puis elle m'a dit, ben voyons, tu sais, il y a quoi qui s'est passé. Non, c'est pas normal de pas être essoufflée, là. Fait que, finalement, j'ai rencontré Langloben 1 semaine après, 2 semaines après ma chirurgie cardiaque. Il m'a fait l'échographie cardiaque et il m'a dit, tu dois te sentir mieux. J'ai dit, ben oui, mais on se demande tout le temps si c'est pas dans notre tête. Puis finalement, il m'a regardé avec un sourire, puis il m'a dit, ben ta pression est passée de 110 à 50. Ouais. Fait que là, vraiment, j'avais des étoiles, ma mère, elle s'est mise à pleurer, puis là, ben, quand on m'avait diagnostiqué, j'ai pas pleuré parce que j'ai juste figé, puis je me suis dit que ça se pouvait pas. Qu'il y avait sûrement quelque chose à faire. Puis quand on a découvert ma cardiopathie, c'est comme si je le sentais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Puis c'est peut-être bizarre, vous trouvez peut-être folle, mais je le sentais qu'il y avait quelque chose parce que je ne pouvais pas partir comme ça puis me dire « OK, ma vie est finie, j'ai 24 ans. » C'est sûr que ça bouleverse puis que ça change beaucoup de choses. Aujourd'hui, je recommence tranquillement à pouvoir reprendre une vie normale. J'ai recommencé à retourner danser, à faire de l'activité physique. C'est sûr que quand je regarde les jeunes de mon âge ou même des personnes un petit peu plus vieilles qui sont pas je ne vais pas dire meilleures, mais qui vous savez, à mon âge, on a plus de souffle, on est plus enfants, puis c'est sûr que il faut que je suis pas au même niveau, puis peut-être que je le sais plus jamais, mais au moins je peux les reprendre tranquillement. Puis quand que tout ça, on est revenu chez nous, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, je peux pas rester comme ça, il faut que, faut aider les autres, puis en même temps m'aider moi. C'est sûr que j'ai eu de la chance d'avoir une cardiopathie, sauf que la HTAP est toujours présente en ce moment. Donc, je ne suis pas guérie, mais on est sur la bonne voie. Donc, on a décidé avec mon conjoint qu'on voulait faire un souper spaghetti. Fait que je suis comme rentrée dans la famille de la HTAP comme un peu d'artifice, puis vous m'avez très bien accueillie. Donc, pour moi, le souper bénéfice, c'était une façon de dire merci à tous ceux qui m'ont entourée durant mon hospitalisation. Même si j'ai pas connu avant la fondation, mais je vous remercie d'être venus parce que vraiment, je m'attendais pas à ça. J'avais aucune attente en fait pour mon souper spaghetti, puis finalement, ça a eu vraiment l'effet d'une bombe. On a ramassé 5 700 et quelques dollars. Vraiment.
ça a été vraiment un succès, sans avoir d'attente encore une fois. Et puis par la suite, ce que je souhaite, c'est vraiment de continuer. Puis je l'ai dit aussi dans d'autres soirées que j'allais pas m'arrêter là. Et même si le docteur un jour il va me dire l'HTAP, on va souhaiter que l'HTAP n'est plus là ou qu'elle est vraiment diminuée, je lâcherai pas la fondation ni même les gens. Parce que vraiment, j'ai été bouleversée par le fait de... J'ai une vie à... J'ai pu... Ben, pas pu rien, mais... Je faisais de l'activité physique, je voulais une grande famille, c'est ce que j'aurais pu jamais, que j'aurais pas, dans le fond. Fait que c'est sûr que j'ai des deuils à faire, sauf qu'en même temps, j'ai l'espoir encore que peut-être je vais pouvoir refonder une famille, mais on reste quand même réaliste que peut-être pas, mais c'est quand même... on garde l'espoir, c'est ça. Puis vraiment, je veux inspirer les autres aussi, les autres gens, puis même si des fois, c'est sûr que il y en a qui, vu qu'il y a les personnes atteintes d'idiopathique, c'est sûr que c'est moins évident, mais c'est de garder le focus sur quelque chose aussi pour garder cet espoir-là qu'un jour il va arriver. Puis déjà là, il y a beaucoup d'avancement dans la maladie. Puis j'espère vraiment qu'un jour on va arriver à quelque chose. Puis de mon côté, j'essaie d'en parler. C'est comme en juin, je m'apprête à courir un 5 km. Donc, je vais représenter l'HTAP. Donc, puis je continue à faire beaucoup. J'étudie en soins infirmiers aussi. Je continue mes études pour pouvoir aider puis prendre soin s'il y en a que je vois qui sont atteints d'HTAP, mais vous allez être mes préférés sur mon étage ou en soins. Puis vraiment, je vais continuer toute ma vie à le faire. Puis je pense que c'est un beau cadeau. Puis je pense que la vie m'a donné cette deuxième chance-là pour pouvoir venir en aide aux personnes. Puis je suis contente de le faire. C'est vraiment... J'apprécie. Puis merci à vous, la Fondation, à Denis, qui m'a pris comme sa petite fille. Vraiment, je me suis sentie vraiment comme... choyée comme une petite fille parmi vous. Puis je veux continuer à en faire partie, puis à vous aider, puis à en parler. Puis je continue tout le temps. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des questions sur... Moi, j'en ai une. Oui. Parce que souvent, on dit que l'hypertension pulmonaire, c'est difficile à dépister. Toi, là, les symptômes que tu as eus pour aller consulter, c'était quoi? Moi, dans le fond, avant, c'est ça, je menais une vie normale. Ce que je veux dire, c'est que je grimpais des montagnes. J'ai fait plein d'activités physiques intenses. Et puis, quand je suis tombée enceinte de mon garçon, ça a bien été. J'ai dansé jusqu'à 35 semaines de grossesse. J'ai accouché à 37 semaines. C'est vraiment quand j'ai accouché de mon garçon que là, je me sentais plus essoufflée. Je vais à l'école, donc je monte des étages. J'avais encore des cours d'éducation physique au cégep obligatoires, donc j'arrivais plus à courir. Je veux dire, même s'il y en a au cégep, c'est à partir de 16 ans, même si moi j'ai 24 ans, je veux dire, je fais partie du même groupe d'âge, je suis posée suivre. Je suivais plus du tout. Je pochais toutes mes courses. J'arrivais pas, j'arrêtais, je me prenais la poitrine, même durant mes cours de danse, j'arrêtais. Puis j'ai quand même attendu 1 an. Quand mon garçon a eu 1 an, ben je me plaignais un peu, mais j'avais jamais été consultée vraiment parce que je me disais, il y a du monde qui me parlait qu'il y avait un 5% des femmes qui ne récupéraient pas après une grossesse. Donc, ça pourrait être dû à ça, mon essoufflement. Fait que j'aurais pu me dire pendant longtemps que c'est la grossesse qui m'a donné tout ça. Puis finalement, quand mon garçon a eu 1 an, parce que je veux pas un bébé, on a des rendez-vous souvent. Puis vu que moi j'ai un médecin de famille, mon bébé a eu le même médecin que moi. Fait que quand j'allais à ces rendez-vous, mais j'y en parlais comme un peu sur le side. Puis je disais, je t'ai soufflé, tu sais, c'est pas normal, j'ai 24 ans, je t'ai soufflé après 3 marches. Je montais 3 étages de marche pour aller à mes cours, j'étais soufflée, mon cœur débattait, j'étais là, à un moment donné, puis je perdais beaucoup de poids. Oui, j'ai toujours été petite,
Mais là, j'étais rendue à 100 livres. J'ai jamais pesé 100 livres. Je me tenais quand même entre 110 et 115. Là, j'avais perdu 15 livres de moins là, qu'après ma grossesse. Fait que là, je me disais, là, il y a de quoi qui marche pas. Fait que finalement, on a fait des tests sur la glande thyroïde. On cherche. Puis à mon âge, je dis souvent, ça se peut pas que ce soit un problème cardiaque. Fait que, mais mon médecin de famille a quand même pas pris cette petite décision de me dire, tu sais, elle est jeune, ça sert à rien, elle est jeune, elle est en santé, mais elle m'a quand même dit, je vais te prescrire une échographie cardiaque. Mais l'échographie cardiaque, quand j'ai appelé, c'est sûr que ça allait juste en janvier-février. C'est au moins un bon 6 mois d'attente, si pas plus. Et finalement, c'est quand je me suis mis à me plaindre un petit peu plus que là, elle me dit, je vais quand même te référer à un cardiologue. Puis quand j'ai rencontré le cardiologue, il m'a demandé qu'est-ce que tu es capable de faire? J'ai répondu, ben je danse encore, puis je suis capable de faire du yoga. Il me dit, ben c'est dur du yoga. Oui, mais j'ai dit, je suis essoufflée, je me sens pas bien. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Fait qu'en faisant un ECG, un électrocardiogramme, dans le fond, ils ont vu qu'il y avait un battement qui n'était pas normal, donc un B3, ce qui était un double battement du cœur. Et là, il m'a dit, je vais te mettre l'échographie vite, parce que là, j'étais enceinte à ce moment-là. Ça a pris tout ce temps-là. Ça a pris tout ce temps-là. Ça veut dire que ça a pris presque 2 ans entre la naissance de ton... Ça a pris quasiment 1 an et demi. Même pas, là. Mon garçon, il avait peut-être 13-14 mois. Ouais. Fait que quand ils m'ont fait l'échographie cardiaque, c'est là qu'ils m'ont... J'étais avec ma mère à ce moment-là, puis on parlait de prénom de bébé. Puis on avait hâte que... C'était mon deuxième, puis on se remettait dans la grossesse. Puis finalement, mon cardiologue à Trois-Rivières, c'est lui qui me l'a diagnostiqué. Il m'a rencontré, moi puis ma mère, dans son bureau. Puis il m'a dit, je vois une hypertension pulmonaire. Là, au début, moi puis ma mère, ma mère était infirmière aussi à l'urgence, puis elle a regardé mon cardiologue, puis elle lui a demandé, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Puis même moi, je me dis, ah, OK. Puis au début, lui, il me dit, on va te donner des pilules, ça se traite par pilule. J'ai dit, ah, OK. Tu sais, dans ma tête, c'était banal, peut-être. Des pilules, ça va être fini. Finalement, quand il m'a référé à l'hôpital juif pour le voir le docteur Angleben, ben, c'est là que les 2 jambes m'ont jeté à terre. Qui m'a dit, comment? J'ai tombé en bas de ma chaise. Ma mère, elle a pleuré, puis moi, on dirait que j'ai pas eu d'émotion, mais j'étais tellement figée par la nouvelle, puis sous le choc. Oui, j'ai pas pleuré, mais c'est parce que mon conjoint n'était pas là. Je me disais, OK, il faut que je l'appelle, il faut que j'y annonce tout ça. Fait que c'est comment, je vais y dire. Puis, tu sais, là, après ça, l'Angleben, il me dit, va pas voir sur Internet. Puis la première chose qu'on fait, c'est qu'on va voir sur Internet. Mon conjoint aussi, puis là, je vous dis pas les larmes, puis les émotions qui nous ont passé, toutes sortes d'idées, puis je me dis, OK, je meurs, c'est fini. Puis là, je regardais mon petit garçon, puis il me dit, fais ta valise, demain, tu rentres à Montréal, à l'hôpital. Moi, je reste à Trois-Rivières, c'est quand même 1 heure, puis avec le trafic, des fois 1h30, 2 heures. Mon conjoint et ma famille l'ont fait souvent. Puis mon petit garçon aussi, j'ai pas pu le voir beaucoup. J'ai même, je veux dire, il a commencé à marcher un petit peu avant que je rentre à l'hôpital, mais j'ai complètement raté sa marche. Quand il s'est mis à marcher, il était avec mon conjoint chez nous. Puis c'est sûr qu'il y a des petites parties de ma vie que je me dis que j'ai manqué, puis que je vais... Je suis là, oui, je suis là. C'est sûr que c'est ça. J'ai des deuils à faire. C'était traumatisant. C'est sûr que je me dis tout le temps, s'il aurait vu ma cardiopathie plus jeune, 1 an plus tôt ou plus jeune, beaucoup plus jeune, je m'en aurais pas rappelé, mais là, je m'en rappelle de tout. C'est sûr que c'est traumatisant comme expérience, mais je suis contente d'avoir passé à travers. Puis si je suis retournée à l'école 1 semaine après, je pense que c'est une façon pour moi de m'évader, puis de ne pas y penser, puis de passer à d'autres choses. Puis je veux retrouver ma vie. Puis c'est sûr que je fais attention, mais tu sais, je vais me battre, puis je vais y aller jusqu'au bout. Elle ne connaît pas la maladie. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient d'autres. Est-ce que tu es médicamenté présentement? Oui, là, Angleben, il m'a prescrit l'Atirca. L'Atirca. Oui. Sauf que, par exemple, ce qui m'a dit que ça allait être temporaire. Parce que, dans le fond, vu que ma pression, elle a diminué tout seul, sans médicaments, puis elle continue à vouloir descendre, puis ma dernière échographie cardiaque, mon cœur, il se normalisait. Donc,
les chances sont de mon côté, mais il voulait, tu sais, l'Angloben, il est tellement proche de ses patients, puis il veut tellement pas que nos pressions réaugmentent. Fait qu'il m'a prescrit de la médication juste pour aider, donner un petit coup de pouce, puis pour que je me sente bien, parce que c'est la moins forte dans les médications, là. Donc, puis c'est vrai que je me sens bien. C'est sûr que les effets secondaires, c'est pas le fun, mais c'est vivable, là. Je vis très bien, je suis capable d'aller à l'école, je suis retournée danser récemment, tu sais, je vis bien, là, ça va bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Jessica. Je vais demander au père adoptif de Jessica de bien vouloir venir la remercier. Ça me fait plaisir de venir dire merci à Jessica. Je ne savais pas que j'étais son père adoptif, mais moi, je la prenais comme ma petite fille pareille. Quand elle a parlé d'organiser un souper spaghetti, on a échangé 122 courriels. Je sais pas, j'ai pas compté. On s'écrivait très souvent, puis ouais, on échangeait, puis je faisais des suggestions. Elle les a toutes bien suivies, puis elle a fait un succès. Alors, des Jessica Léonard, la Fondation, on en prendrait 422. Mais pas tant que ça, parce qu'ils sont malades. Fait on est pris entre deux feux. Hein. On en veut des personnes actives, mais pas trop malades. Alors, merci Jessica d'être venue de Trois-Rivières nous entretenir, nous parler de ton cas. Et la maladie qu'Isabelle avait, c'était l'hypertension pulmonaire idiopathique. Alors, c'est différent, parce qu'il y en a différentes sortes, mais c'est pour la même cause aussi. Et je suis certain qu'Isabelle est contente de toi. Merci. Bon, revenons maintenant à la Fondation HTAPQ. Il y a des personnes importantes qui vont aider dans tous ces 10 ans-là. OK, avançons. Les corniers en haut, les crosseurs, les ruelles, il y en a toute une gang. Hein? Mes vénines préférées qui vont apparaître à droite. Bon, elle, le secrétaire est à Victoriaville de la Fondation M. Jacques Garriépi. Mes téléphones, ils sonnent chez nous quand quelqu'un appelle. Et elle a répondu très, très souvent au téléphone. Et des fois même qu'il y a des personnes que ça ne me filait pas pour leur parler, puis c'est évident qu'ils en prenaient soin. OK, on continue. Ah, ça va être mes brassards, c'est à notre 50e anniversaire de mariage. OK? Oui, c'est l'année passée. Ça, c'est un groupe qui a aidé beaucoup la Fondation aussi. Ça s'appelle le Cœur du Vieux Chalet. Quand on a commencé nos activités, j'étais membre de ce groupe-là. Et je prenais la parole de temps en temps, puis il m'encourageait, puis il continue encore depuis ce temps-là à acheter du fromage. Pour quelle raison la Fondation a-t-elle mise sur pied, vous vous en doutez un peu? Isabelle est née le 22 octobre 1972 et est décédée le 18 mars 2011, à l'âge de 38 ans. C'est elle la coupable. C'est de sa faute si elle a la Fondation. Mais elle aurait aimé mieux pas être coupable, je pense bien. Elle aussi était soignée par le docteur Angloben. Oh, on vient de plancher. Elle disait, elle et d'autres personnes atteintes disaient, il y a le bon Dieu, puis le docteur Angloben tout de suite après. Diagnostiqué atteinte d'HTAP en 2003, j'ai fait des recherches sur Internet, il n'y avait rien. Alors, il n'y avait rien, pas de regroupement pour aider les malades. Alors, soit qu'on reste comme ça avec rien ou qu'on fasse de quoi. Alors, c'est deux. Oh, reculons un peu, s'il vous plaît. Vous pouvez chercher quelque chose? Oui. Précédent. Bon, les deux personnes qu'il y a là-dessus, Pauline Danjou à gauche, puis Jacques Garriépi à droite, c'est ces deux personnes-là qui ont signé avec moi la demande de charte. Si ces deux personnes-là m'avaient dit, achète-moi pas avec ces affaires-là, là, peut-être qu'il n'aurait pas eu, peut-être qu'il n'aurait eu pareil une fondation. Mais ils ont dit, oui, emmène ça, on va signer. Fait qu'ils ont signé ça. Après, on a eu nos lettres patentes le 30 novembre 2006 et on a formé un conseil d'administration.
Denis Cormier, Pauline Danjou, Jacques Garriépi, Michel Antille, Isabelle Cormier, RPA, ça veut dire représentante des personnes atteintes. Sur notre conseil d'administration, il faut toujours qu'on ait une personne qui a la maladie qui siège. C'est dans nos statuts et règlements. De Laure Escarlier, mon doux collègue jeune. Pas l'air vieille maintenant, et là, Boulanger. Là, je vais vous les montrer 7 ans plus tard. Là, on est en 2014. Alors, elle est encore plus jeune aujourd'hui. Ah oui, ça c'est 7 ans plus tard. À gauche, c'est Alain Chabot qui est membre, Hugues Boulanger qui est rendu président, Dolores, Michel, Jean-Pierre Vigneault, Judith Moati qui est maintenant représentante des personnes atteintes, Denis Cormier, l'ancien président, Pierre Lachance puis Jacques Garnier. Sur ça, là, il y en a encore 4. Sur le premier conseil d'administration, il y en a encore 4 qui sont là, que je les félicite. C'est Dolores, Jacques, Michel, et il manquait le président, moi aussi. Bon, la maladie, là, idiopathique, c'est, je ne vous donnerai pas un cours sur la maladie, mais ça atteint le cœur et les poumons. Le cœur, là, c'est l'artère pulmonaire qui rapetisse, puis le ventricule droit, il devient gros, il hypertrophie. Continuons. Il y a 4 stades à la maladie. Vous ne verrez pas tout ça, inquiétez-vous pas. 1 étant le moins pire, puis 4 étant le pire. Isabelle a été diagnostiquée, était entre 3 et 4. Il n'était pas question qu'elle ait des pilules. Ça prend 4, 5, 6 mois pour savoir si ça fait effet. Elle est obligée tout de suite d'avoir un cathéter dans le cœur avec une pompe dans une sacoche puis un médicament qui allait directement dans son cœur. Denis? Oui. Peut-être pas la réponse. Dans ceux atteints, la majorité, c'est-tu... Idiopathique, ou? C'est-tu plus 3 et 4 dans les... Ah, bien, ça dépend comment ça prend le temps pour les diagnostiquer. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup pour faire connaître la maladie, pour que les gens soient diagnostiqués plus tôt. Au début, bien, ils sont stade 1 ou 2, là, c'est moins pire. Ils peuvent donner des pilules puis contrôler la maladie plus longtemps. Ça, c'est les 2 spécialistes au Québec. À gauche, suivant du bon Dieu, là. Le docteur David Langlepen, à l'hôpital Juif, et à l'hôpital Laval, à Québec, c'est le docteur Steve Provencher, originaire de Victoriaville. Ils sont très gentils tous les deux, dévoués. Et ces 2 médecins-là nous ont dit, aidez les malades, ramassez-en pas pour la recherche, parce qu'on vous donner pour la recherche, si on arrive avec 5 000 piastres, ils ne rient pas de nous autres, mais ça ne donne pas grand-chose, ou 10 000. Il faut donner 200 000, puis 50 000, puis 100 000, puis fait qu'on ne peut pas faire ça. Fait qu'on aide les malades directement. On a 3 missions, le support, l'éducation et l'aide financière. Le support, ça se fait par des réunions, des congrès, puis l'éducation, on est en train d'en faire aujourd'hui, malgré que vous connaissez pas mal la Fondation et la maladie. Puis l'aide financière, bien, comme Dolores a dit tantôt, on aide soit pour la franchise des médicaments, pour le ménage, pour le transport, le stationnement, puis aussi des fois des appareils dispendieux qu'on achète. On fait coller notre étiquette dessus, ça appartient à la Fondation, puis on les prête aux malades, jusqu'à temps qu'ils aient besoin. Continuons. Les congrès, on en a eu à chaque année, là, à chaque 2 ans, non, chaque année. Le premier qui a eu lieu, c'est en 2008 à Trois-Rivières, c'est organisé par le docteur Hush et le docteur Provencher. Le docteur Hush, c'est un pneumologue de l'hôpital Juif, puis le docteur Provencher, c'est un cardiologue de l'hôpital Laval. Fait que la maladie, elle touche au cœur et au poumon, fait que là, on a un cardiologue et un pneumologue. Ils ont dit, quand ils ont fini le congrès, si vous n'en faites pas d'autres, il n'y en aura plus. Fait que nous autres, on venait quasiment de venir au monde en 2008, on n'était pas vieux, on n'était pas encore en forme pour organiser un congrès. Mais l'année d'après, AHTP Canada est venu en faire un à Montréal. Pour ça, quand il y a une petite étoile, c'est AHTP Canada, juste la petite étoile, mais avec le sourire, là, c'est nous autres, ça. C'est nous autres, on a le sourire, nous autres. Alors, on a fait ça en 2010 à Saint-Hyacinthe. En 2011, on a été avec quelques malades à Toronto. En 2012, on a eu un Québec. 2013, on est allé à Ottawa. 2014, à Longueuil. 2015, AHTP Canada est venu à Montréal. Et 2016, on a eu un à Québec. Ça fait partie de nos dépenses pour aider les malades. On continue. Ça, là, c'est lors du dernier congrès à Québec. Un gros inconvénient de l'hypertension pulmonaire, ça ne paraît pas. Ils n'ont pas l'air malades.
ils se promènent sur la rue, ils passent à côté de toi, tu ne sais pas qu'ils sont malades. Parce que j'ai mis 5 sur 10, là. Dans ceux qu'il y a là, il y en a 5 qui ont maladie, puis il y en a 5 qui ne l'ont pas. Êtes-vous capable de les trouver? Je ne pense pas, à moins que vous les connaissiez. Alors, ben, je vais vous dire qui a la maladie. La première madame à gauche, le monsieur, les 2 autres messieurs sont rendus à 3. Après ça, la madame qui a une chose dans le cou, là, dans le coin, là, à côté du monsieur, puis la dernière à droite. Et dans ça, on a un cas spécial, c'est que il y a un monsieur et une madame qui sont frères et sœurs et ils ont les 2 la maladie. Mais c'est très rare, c'est héréditaire. Mais sinon, on continue. Bon, on s'en allait à Toronto en train. C'était Hugues qui était chef de groupe, qui ramassait son monde, puis qui nous en manquait, il fallait qu'il trouve, puis il y avait pas son billet dans le cas. Là, bon. Et on était en première classe. Ouais. Ah ouais, puis c'était le fun en train. Les gens Joseph changeaient de place. 550 000 piastres, là, pensez-vous que c'est notre avoir, ou nos dettes, ou notre budget de l'année? Non, c'est pas ça. Alors, c'est ce qu'on a donné. Et pensez-vous qu'on a trouvé un arbre dans lequel il y avait des 50, puis des 20, puis des 10? On a cherché un peu, mais on a dit, pardon, pas notre temps. On a décidé d'organiser quelque chose. Alors, la première source de revenus, c'était la vente d'un livre de recettes. Ça s'appelait le livre de recettes des ruelles. Et là, il y a des noms qui sont marqués à droite, là, en bas de la flèche, là. C'est des industries de civil qui me permettaient d'aller faire des photocopies pour pas que le livre de recettes coûte trop cher. J'arrivais là avec mon paquet de feuilles. « Peux-tu faire des photocopies? » « Oh, oui. »« Combien tu veux en faire? » Je disais « Combien? »« Combien? » « OK, m'en en faire 1000, c'est correct. Oui, OK. » Il partait à 3000, puis il m'en laissait faire 1000. OK, on va à l'autre. Voyez-vous, ça, c'est la table des matières. Et la petite... Oh, on recule, s'il y a moyen. Tout ça peut. Tout ça peut, ça, c'est mon fils qui dit ça. Et à droite, c'est la petite fille qui était la cousine, notre nièce, la cousine d'Isabelle. Isabelle avait décidé avec 2 autres cousines de faire un livre de recettes des ruelles. Elle avait demandé, les ruelles, c'est une grosse famille, elle avait demandé des recettes à tout le monde, puis on bâtit un livre. Elle se mariait, oui, c'est ça, elle se mariait, c'était comme son cadeau de noces de ses cousines. Tout le monde en voulait. Tous ceux qui étaient aux noces, ils en voulaient. On a dit, on va en vendre. On a imprimé, puis on a vendu au-delà de 400, à 10 piastres chaque, puis il ne nous coûtait pas cher. Ça a fait une bonne rentrée de fonds au début. On continue. Et on a des dons anonymes, des dons particuliers, des dons de compagnie, puis des dons de mémorial. Il y a des gens qui décèdent d'une autre maladie que l'hypertension pulmonaire, puis ils demandent quand même de nous faire des dons. On est très contents de ça. Puis, c'est correct, on peut changer. Bon, je vais vous parler d'un petit don qu'on a eu. Cliquez donc notre fois, madame. Ah, c'est ça, je voulais la faire tourner un peu. Ça, c'est ma petite fille, Elisabeth. Là, elle avait 4-5 ans à peu près. Une bonne fois, elle est arrivée dans le salon avec un petit carton bleu. Il y avait 25 cents de collé puis 3 cents. Puis en arrière du carton, ça marquait HTAPQ. 55 cents. Elle a dit, papy, ça c'est pour la fondation. Et d'abord, c'est ça, je suis longtemps vanté d'avoir eu le plus petit don dans la fondation, mais la vice-présidente m'a battu une bonne fois. On change. On fait tourner le petit bonhomme. Un coup, un clic, s'il vous plaît. Bon. Ça, c'est Étienne, le petit-fils à Dolores. Il est arrivé dans sa main. Là, j'ai une petite erreur, c'est 18 sous qu'il a donné, mais moi, j'avais perdu un sou, puis je l'ai fait à 17 sous. Tiens, grand-maman, c'est pour les personnes malades. Ça veut dire que ces enfants-là, ces nos petits-enfants, ils entendaient parler souvent de la fondation, puis de la maladie, tout ça dans le foyer. Alors, ils nous ont fait des dons. Et c'est pas avec ça qu'on a ramassé 550 000 $. Mais on était contents de les voir qui s'impliquaient. On va tourner. Alors, on a eu des gros dons. Gilles Dion, Martin Lachasse, Yannick Desjardins, ils ont organisé une dégustation de vin fromage une bonne fois. Et ils nous ont donné 12 000 $. Tout près de 12 000 $. On était très contents. C'est en 2007, on commençait. On tourne. Ça, c'est une belle photo prise à la dégustation de vin fromage. Joanne Côté, qui était infirmière chef du 2 Nord-Est,
Docteur Langlepine, Isabelle, Huguette et le beau bonhomme à l'arrière, ben, vous connaissez. On continue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est arrivé. Alors, le docteur Langlepine a accepté de venir à Plessisville donner une conférence sur l'hypertension pulmonaire. Lui, il va en donner à Boston, à Toronto, à Paris, il va un peu partout à travers le monde, aux États-Unis, puis il est venu à Plessisville. Et on dit, comment tu as fait pour l'avoir? J'ai dit, j'y ai demandé. Il a dit oui. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. Ça donnait dans son horaire, et il s'est donné une conférence très intéressante. Oui. Alors, le docteur Provencher aussi est venu, lors de souper soirée romance, nous donner une conférence, parler. Il collabore beaucoup avec notre fondation. Un autre nom important nous est parvenu. Une dame d'origine française, et elle s'en tournait en France, elle dit, j'ai de l'argent à donner, je voudrais aider des organismes charitables. La madame qui allait la visiter, elle nous connaissait. Elle avait 15 000 $ à donner. Elle m'a téléphoné, elle dit, Denis, est-ce que tu as le livret de reçu chez toi? J'ai dit non, mais je vais aller le chercher chez M. Antille. Moi, j'ai dit, elle dit, j'ai un don important à vous faire. Moi, je pensais, il dit, elle guette, avant de partir chercher les reçus, pour moi, elle va avoir 300 ou 400 $. Alors, elle est arrivée à la maison avec une enveloppe brune. Une belle enveloppe brune. Et je me rappelle, j'étais debout à côté de la table. Elle a vidé ça sur la table. Il y avait des piles de 20, de 50, de 100. Moi, là, une chance qu'il y avait une chaise pas loin, il tombait assis. Gros frisson de ses bras, puis je n'étais pas capable de parler. Il y avait 12 000 $ dans ça. On a ramassé des fois, on a fait des ventes de garage, on ramassait des 25 cents, des 10 cents, des 50 cents. Puis là, il a tombé 12 000 $ sur la table. On était très contents. On continue. Bon, là, vous voyez qu'on a eu organisé des fois des concerts avec des musiciens. Puis en bas, à gauche, c'est des bénévoles qui sont venus travailler aux ventes de garage. Puis à droite, là, j'ai mis un gros X rouge là-dessus, parce que les chapelets sur la corde à linge, ça marche pas! Essayez pas ça, ça marche pas. On a fait des ventes de garage en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. En 2008, il n'a pas mouillé, mais il n'avait envie, mais toutes les autres années, il a mouillé. Puis en 2013, là, c'était un vrai déluge. J'étais sur le bord de dire on va arrêter là, parce que c'était rendu fatigant un peu. Puis je me suis dit, pas pour me rendre malade, aider malade non plus. Là. Parce qu'on charriait le stock, Jules et moi et d'autres qui nous aidaient évidemment. Durant un an, qu'on allait chercher un peu partout à travers le Québec le stock qu'on vendait après. C'était très payant. La dernière année, on a vendu au-delà de 9 000 $. Mais une bonne fois, on a dit on va arrêter. On continue. Quand vous serez tanné, me le direz, on allez m'asseoir. On a un très grand collaborateur qui est assis dans le coin là-bas, il s'appelle Jules Malenfant. Regardez le beau coffre qu'il a fait, c'est lui qui a fait ça, puis il nous l'a donné, on l'a vendu à vente de garage. On avait décidé celui-là de le vendre à mise cachée. Il y a une jeune dame qui a écrit 101 $, elle a mis ça dans l'enveloppe, puis on a mis caché l'enveloppe dans le show. On a dit, si on a d'autres mises, à la fin, on va ouvrir ça, puis le plus haut l'aura. C'est la seule qui avait misé, mais moi, on a eu une. Puis elle avait mis 101 $ au cas que quelqu'un mette 100 $. Alors, elle l'a acheté, elle l'a chez elle, puis elle est très contente. La suivante, là, regardez comme il travaille bien, ce monsieur-là. C'est lui qui a fait ça, puis les peintures, c'est de M. Yves Laurando. Celui-là, je pense qu'il est rendu à Black Lake. Il y a une femme qui est arrivée en avant du coffre, elle est tombée en amour avec le coffre, puis elle l'a massé, qu'elle pleurait en le regardant. Puis on n'avait pas fixé de prix, puis je pense qu'elle ne me rappelle pas quel montant qu'elle l'a payé, mais elle nous a donné un bon montant. On est très contents de ça. 6-12 ventes de garage qui ont rapporté entre 3 500 et plus de 9 000 $. 3 500, ça c'est la première année 2008. On organise ça, puis on a dit, si on vend pour 1 000 $, on va être content. Allez, on a vendu pour 3 500, fait qu'on a continué. Hein? Puis en 2008 à 2013. 2014, on a pris un congé. Puis en 2015, la maladie nous a pris de faire une vente. On s'est mis à vendre des livres. On ne vend que des livres maintenant. 2015, 3 000 $. 2016, 6 000. Cette année, si on fait entre les deux, entre 3 000 et 6 000, on va être content. C'est moins d'ouvrage qu'une vente de garage, une vente de livres. On y va. On a des livres qui nous sont donnés par M. Pierre Gagnon, qui est le fils de Jacques Gagnon. Il travaille, lui, pour Larousse et achète des maisons d'édition. Puis il nous apporte des beaux livres neufs.
ils ne volent pas, il y a la permission de nous les donner. Il y a 3 associations comme ça. Nous autres en premier, puis dans ce qui reste, il en donne à 2 autres associations dans le bout de Montréal. Et vous voyez les caisses qu'il y a là, c'est dans notre entrepôt, là. Il y en a des livres. On déménage ça vendredi matin. Oui. On les vend, on commence en avant vendredi. C'est avec des sous qu'on fait des pièces. Hein? Vous avez déjà entendu ça? Des sous noirs. Une bonne fois, ils ont arrêté les sous noirs. Là. Nous autres, on a dit aux gens, c'est plus bon, ça, donnez-nous ça. C'est encore bon, mais nous avons compté une petite menterie. OK? J'avais, moi, pour mousser ça, fait doubler la valeur de votre pot de beurre d'arachide et aider une bonne cause à la Fondation HTAPQ. Alors, achetez un pot à 3,27, mangez le beurre d'arachide puis lavez le pot vide, demandez à poser une étiquette autocollante de HTAPQ, remplissez-le, vous faites le remplir de sous noirs par vous ou vos amis. Vous pouvez en mettre pour 6,54. Alors, le 3,27 est rendu à 6,54. Ça a marché. On dépasse 5 000 $ de sous noirs. Si vous en trouvez dans le fond de votre garde-robe, dans une boîte de chaussures, donnez-nous ça. On a M. Richard et Mme José qui sont nos rouleurs officiels. José, elle m'a dit, pendant qu'il roule des scènes, il ne chiale pas. Richard m'a dit, pendant qu'elle roule des scènes, elle ne chiale pas. Tout le monde est content. Voilà, c'est des faces, ça. Pas vrai, les 2 dernières affaires. OK, on tombe. Une fois, on était en congrès à Québec, et c'était l'Assemblée générale annuelle. J'ai entendu ça, tous les pots vides sur la table, les gens en avant. J'ai dit, à la fin de la réunion, on aurait besoin des gens pour faire le ménage. Ils ont dit, si vous placez les chaises, c'est pourquoi? J'ai dit, c'est pour venir chercher les pots qu'il y a sur la table, là. Vous apportez ça dans vos régions, vous les remplissez, puis vous les redonnez. Ça a marché. Ça a marché. Alors, toutes les pots sont partis, sont tous revenus. On a fait des soupers soirées romance. C'était beaucoup d'ouvrages. On a abandonné cette activité-là. On faisait ça au Motel Le Phare. On a eu des succès à chaque année. On faisait des bons résultats, mais une bonne fois, voilà. Ça avait été photographié lors d'une conférence de presse. Lynn Charles, qui était représentante des personnes atteintes dans le temps, était sur l'ordinateur avec Skype. Martin Laliberté, Philippe Odette Dolores et Mme Christiane Bilodeau, qu'on a le plaisir d'avoir ici ce soir, qui était la conférencière invitée. Elle est greffée cœur-poumon, il y a 27 ans, je pense. 30 ans. 30 ans. Alors, on l'a reçu Pierre Hébert avec Julius. Elle avait donné une très belle conférence. Merci, on continue. On a eu beaucoup de concerts aussi. J'avais une seule musicienne qui jouait du saxophone. Fait que le 4-7-15, là, ça veut dire qu'on a eu des concerts avec 4 saxophonistes, puis avec 7, avec 15. Alors, c'était un monsieur de Trois-Rivières, Jacques Larocque, qui était directeur du département de musique à l'Université de Trois-Rivières. Puis lui, il était très généreux. Ils sont venus une fois avec 15 saxophonistes, 3 percussionnistes. Un concert extraordinaire. Ça marchait, il y a eu le temps que ça marchait. Puis une bonne fois, M. Larocque a abandonné, ma soeur aussi. Ouais, a vendu son saxophone. Bon, ça, c'est les cartes pour les dons de mémoriam. Vous en avez déjà vu. Mon beau-frère Alexandre Vigneault est décédé récemment, puis il a demandé de faire des dons. Ça, c'est les CD de Septune. C'est des belles sérénades de Borac. Jack. OK, c'est lui. Non, mais on en vend, là. On avait attiré, mais on en vend aussi, c'est quand même semblé. Notre fondation est apparue sur la carte du monde. Ça, moi, je suis fier de ça. Et on va continuer. Là, on voit l'Australie, Pays de Galles, l'Asie de l'Est, Japon, Israël, Italie, Allemagne, Irlande, Royaume-Uni, je l'ai mis en majuscule, on va vous dire pourquoi tantôt, Brésil, Association latine, USA, Colombie-Britannique, Edmonton, Manitoba, et au bout de la petite flèche rose, c'est marqué HTAP Québec. C'est la carte du monde et on était là. Et on va tourner pour montrer qu'est-ce qui s'est passé. C'est des gens du Royaume-Uni qui ont décidé de faire la collection d'empreintes de lèvres bleues. Alors, on n'avait pas du rouge à lèvres, mais du bleu à lèvres. On mettait ça sur les lèvres. On embrassait un petit papier pour manquer notre nom. Puis, ils ramassaient ça, les autres. Le record dans Guinness, là, c'était 39 000 empreintes, puis ils ont réussi 54 000.
Ça, c'est en 2010. Mais il y a eu un problème parce que c'était d'une grippe un peu spéciale, là, puis là, ils ont arrêté. On n'a pas pour faire ça, puis c'est dangereux. Puis ils ont arrêté un peu, puis ils ont continué après. S'il n'y avait pas eu cette grippe-là, on aurait été plus loin que 54 000. Et ça, un des symptômes, hein, c'est les lèvres bleues. Ça, c'est Elisabeth qui faisait plaisir de barbouiller les babounes à papier. Les babines. Une des premières personnes à temps qui nous a aidés, c'est Nathalie Chapotte. En bas, là, c'est celle à gauche, avec Isabelle, puis dans le milieu, c'est Micheline Richard. Alors, elle a commencé à organiser des brunchs, elle a organisé des tournois de quilles, puis elle nous aidait, elle demandait quasiment pas d'aide, mais elle nous aidait beaucoup pareil. Puis en haut, là, le deuxième à partant de la gauche, c'est un policier de Saint-Hubert, il travaille pour la police de Longueuil. Lui, il est allé faire les Jeux mondiaux des policiers et des pompiers en Irlande. Puis il nous a ramassé 7 500 $. Son épouse est atteinte d'hypertension pulmonaire, alors c'est pour ça qu'il a décidé de travailler, pour nous aider à ramasser de l'argent. On est très contents quand d'autres organisations comme les civils, que la région organise de quoi? On change. Ah, ça c'est la belle petite Jessica. J'ai marqué SSTR, parce que le premier S, c'est Super Souper Spaghetti de Trois-Rivières. Et comme elle a dit tantôt, nous avons ramassé 57 000 $. OK. Un petit zéro, qu'est-ce que ça peut faire, un petit zéro, c'est cher. 5 700. En haut, c'est les gars du bar, ils ont fait une bonne job parce qu'ils nous ont vendu pas mal de canettes. Et en bas, ben, c'est Marco, qui est un maître de cérémonie. Il y avait beaucoup de prix de présence à tirer, il est excellent. Si jamais on manque un maître de cérémonie, on le fait descendre de Trois-Rivières. Et là, il y a les trois belles jeunes dames, j'avais cette photo, j'ai trouvé cette photo-là, c'est Jessica, Josiane, c'est la belle-sœur à Jessica, puis Judith Moati, qui est représentante de personnes atteintes. Est-ce qu'elle a l'air malade, la dernière à droite? Non. Elle n'a pas l'air malade, mais elle est très malade. OK? Ah, ben, on a déjà eu aussi, Linda qui fait ça. On a déjà eu à Festival un beau petit tournoi de quilles. Merci à Linda et Rémi, les organisateurs, et le maître de chèque de la restaurée administratrice. Ils nous avaient donné 913,75 pour un tournoi de quilles. Pardon? Ça a été improvisé. Ah, ben, ça payait 913 c'est très bien. OK. Ça, c'est un pratique que chez nous, après les ventes de garage. Les bénévoles payent pour leur souper. Oui, merci. Ça, c'est à gauche, là, 22-16, c'est une madame de Sherbrooke qui est atteinte de la maladie, qui tricote des poupées. Elle a tricoté à peu près 500. Pas deux pareils. Elle vend ça 10 $. Si jamais vous en voulez, me le direz. Et elle donne l'argent à la fondation. Elle ne fait pas payer sa laine, elle ne fait pas payer sa bourrure, qu'elle appelait ça, là, parce qu'elles sont bourrées. Là. Je fais quelques-unes que j'achète, moi, puis je les aime. Je les achète, puis je les donne après. En haut, là, c'est... oh, on n'a pas fini. Oh, là, on est capable de reculer. Tu pensais à la fini, hein? Pas grave. Je veux dire que c'est un monsieur Carrier, comment le prénom? Alain Carrier, puis sa sœur, son épouse Angela, qui avait organisé une soirée au phare. Puis il me restait un petit coin, mais j'ai mis Isabelle et Elisabeth, pas sans raison particulière. Pour remplir la page. Merci, là c'est vrai. Et la Fondation HTAPQ est membre du RQMO. RQMO, ça veut dire Regroupement québécois des maladies orphelines. Il y a eu à Montréal un salon avec des maladies, là, on a de la misère à lire le nom des fois, là. Et on avait un kiosque là. Judith, les Dolores y étaient, puis Hugues et moi. Alors, vous voyez le grand carton qu'on a mis sur la table, là-bas, il est là. C'était très utile, ça. Les jeunes de la Nouvelle nous posaient des questions, on avait la réponse là-dessus. Il y en a qui passaient, qui disaient « Ah, j'ai ça, moi, de l'hypertension, puis je prends mes pilules, ça va bien. » Mais j'ai dit « Est-ce que le pulmonaire, ça y a-tu dans votre nom de votre maladie? » Alors, moi, c'est pour ça que souvent, je dis hypertension pulmonaire, je ne suis pas artérielle. Et en passant, Jessica est la première qui nous a sorti l'expression hashtag. On n'avait jamais entendu ça avant de la campagne. Au début, il était à Trois-Rivières, puis d'un coup, je l'entends dire hashtag. J'ai dit, qui c'est qui tape? Elle tape quelqu'un, là? Ouais, mais eux, c'est hashtag Q.
L'INES, ça, c'est l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. C'est un organisme qui existe seulement au Québec, pas dans les autres provinces. C'est l'organisme qui recommande ou non l'acceptation des nouveaux médicaments pour qu'ils soient inscrits sur la liste de la RAMQ. C'est évident qu'on fait des représentations quand c'est refusé. Quand c'est accepté, on est bien content. Mais le Québec est très bien traité de ce côté-là. Le nombre de médicaments acceptés. Il y a des médicaments qui sont acceptés pour l'hypertension pulmonaire au Québec, pas encore dans aucune autre province. Donc on est chanceux. Mais on est chanceux, mais on a peur un peu, parce que M. Barrette veut essayer de copier les autres. Il y avait une province, finalement ça n'a pas passé, qui avait dit aux médecins, vous commencez à les soigner par le médicament le moins coûteux. Puis si ça ne marche pas, vous augmentez l'autre médicament, puis l'autre médicament, puis l'autre médicament. Si on avait été comme ça au Québec, Isabelle, elle sera morte en 2006, quand elle était, 2003, quand elle était, 2006, je suis mêlé dans mes vies. 2003, quand elle était diagnostiquée. Elle a vécu jusqu'en 2011, parce que si elle avait commencé avec les médicaments, le meilleur marché, elle n'aurait pas survécu. Puis ça, c'était en Ontario qui voulait faire passer ça, puis l'Association canadienne a fait des représentations, puis je pense que ça n'a pas passé. Mais lui, il essaie de copier les autres provinces où ça coûte meilleur marché. Il y a des compagnies pharmaceutiques qui nous aident aussi. Pfizer, Bayer, Actelion. Maintenant, c'est surtout Bayer et Actelion. Actelion, c'est une compagnie qui fait surtout des médicaments pour l'hypertension pulmonaire. Bayer en fait aussi. Bon, PHA USA, l'association américaine, organise à tous les 2 ans des rencontres pour les leaders mondiaux. En même temps, ils font un congrès pour les gens des États-Unis. Avec l'aide financière des compagnies pharmaceutiques, j'ai assisté à 3 de ces réunions-là, comme je l'ai dit tantôt. Je suis allé à Orlando, Indianapolis, à Dallas, puis rien visité parce que je n'avais pas le temps, j'avais tout le temps des réunions. Et vous voyez l'édifice vert, là? L'hôtel où je demeurais était juste en face de ça. Et c'est dans la rue, en bas de ça, où les policiers ont été tués, une semaine après que j'étais là. Je suis dû pour rester en ici. Ouais, je suis venu, on change. Et là, il y a un gars du Québec, il y a une Japonaise, il y a un Néo-Zélandais, puis un gars de l'Arabie Saoudite. En 2006, quand on a commencé ça, ici, quelqu'un m'avait dit une bonne fois, tu vas te faire photographier avec une Japonaise, puis un Néo-Zélandais, puis un gars de l'Arabie Saoudite. J'aurais dit, voilà, on diable, toi. Mais en tout cas, ça s'est passé. Et l'autre monsieur qui est là-dessus, c'est mon ami Carl X, qui a déjà été président de PHA USA. Sa fille est décédée d'hypertension pulmonaire comme la nôtre. Oui, on y va. On achève, découragez-vous pas. Ça, je suis posé à Indianapolis, et ça, c'est au congrès en 2012, Huguette, avec Martin. Il avait été notre invité une fois à un congrès. Il est excellent pour conter son histoire. Il n'a pas d'hypertension pulmonaire, mais il a conté son histoire, il a chanté des chansons. Puis il était très disponible après ça pour parler avec les gens. On continue. Anciennement, le fromage, il venait de Saint-Benoît-du-Lac, puis il vient encore de là. Il nous était vendu par une école de Saint-Romuald. Il fallait qu'on aille le chercher. Vous voyez, le bénévole très actif qui est encore là, on le voit souvent, lui. Et il est gros et grand aussi. Alors, on allait le chercher pour l'emmener à Plessisville. Maintenant, on fait tout ça à Plessisville. On sauvait 2,5 piastres par boîte. Quand on en vend 3 000, on vient de sauver 6 500 piastres en le faisant venir directement de l'abbaye au lieu de passer par l'école de Saint-Romuald. Ils ont fait un saut quand ils m'ont appelé combien pour notre boîte cette année. J'ai dit ça va être 0, on n'en prend plus. Parce qu'on avait eu des problèmes un peu. On avait des points qui se gâtaient, des fois qu'on voulait les remplacer, ils ne voulaient pas nous en donner. On achetait 3 000 boîtes, là. C'était pas tant que ça dans le temps, là. Encore, on fait le montage de la distribution à partir de chez Talbot. J'ai dit merci à nos bénévoles et à José Roy et Claude Talbot, c'est les propriétaires de la fraisière. Ils nous hébergent gratuitement, ils nous prêtent leur chambre froide. On est très bien accueillis là aussi. Voyez-vous, là, ça c'est cette année, ça c'est dans la chambre froide, les boîtes qui attendent d'être livrées. Ça c'est quand les gens allaient chercher. Le Lorès, Carole qui est ici, puis Jules. On a des appareils qui nous ont été donnés par des familles des personnes décédées. On les a gardés longtemps dans notre entrepôt, puis on ne trouvait personne qui voulait les emprunter. Alors on les a donnés à la fondation du CLSC. Ils sont très contents, ils sont utilisés, ils sont même prêtés maintenant pour d'autres maladies que l'hypertension pulmonaire, puis on connaît une
nos dessins là-dessus. C'est marqué don de la Fondation HTAPQ. Ça veut dire qu'on en remet des choses dans notre milieu. Oui. On m'a demandé de parler des honneurs reçus par notre fondation. La plus payante, c'est celle que j'ai reçue une bonne fois des Caisses des Jardins à Drummondville avec un chèque de 1000 $. Ça a été la plus payante. Ça a été donné au président, mais si le président n'avait pas eu le CA et tous les bénévoles, il n'aurait pas eu la récompense. Et le chèque était fait au nom de la fondation, hein, pas mon nom. Continuons. Et la plus récente, c'est celle qu'on a eue à Espace Sophia, jeudi dernier, 27 avril, jeudi 27 avril, avec le cadre qu'on m'a remis tantôt. Je pense qu'on va le remettre, parce que je ne sais pas trop où le mettre chez nous. Continuons. Ça, c'est une photo prise de Victoriaville, alors qu'on m'a remis la médaille du lieutenant-gouverneur, la même que M. Ben, pas, c'est pas la même, parce que c'était pas le même lieutenant-gouverneur. OK, on continue. Voyez-vous, ça, c'est la médaille. C'est pas le même monsieur qui est lieutenant-gouverneur maintenant. Ça, c'est la boîte, ça, c'est la médaille. On continue. Ça, c'est une belle récompense que j'ai eue le 2 avril à Trois-Rivières, en reconnaissance à Denis Cormier pour 10 ans de dévouement à la Fondation HTAPQ. Et ça trône sur mon piano. Avec l'autre à droite, là, entre la lampe et celle de... C'est AHTP Canada qui me l'a donné une année. J'avais été reconnu le meilleur bénévole de tout le Canada. C'est encore grâce à notre CA et à nos bénévoles. Merci de nous avoir soutenus durant les 10 dernières années. Continuons ensemble. Je regarde, j'ai des fautes. À aider les personnes atteintes d'HTAP. Non, Québec, on ne l'a pas là quand on parle de ça. En terminant, je vous remercie de votre attention. Je suis certain que s'il était encore avec nous, Isabelle vous dirait. Merci. Ça, c'est. Un bel héritage que tu nous laisses. Ça fait longtemps que je rêvais qu'on ait ça, nous autres. Des fois, on va présenter la fondation quelque part avec ça. Juste avec les images, on est capable de bien se débrouiller. Alors, je vais vous demander de répondre à mes petites pensées. Nous sommes là pour vous aider. Alors, la première. Ayons une pensée pour toutes les personnes atteintes d'une maladie qui ne paraît pas, comme l'hypertension pulmonaire. Nous sommes là pour vous aider. Ayons une pensée pour toutes les personnes atteintes qui souffrent, qui ont du mal à se déplacer, qui cherchent leur souffle. Nous sommes là pour vous aider. Ayons une pensée pour les proches aidants afin qu'ils aient la force d'aider, de supporter sans se perdre. Nous sommes là pour vous aider. Ayons une pensée pour toutes les familles et les amis qui ont perdu un être cher à cause de cette maladie. Nous sommes là pour vous aider. Ayons une pensée pour les médecins et les chercheurs afin qu'ils trouvent un remède contre cette maladie. Nous sommes là pour vous aider. Ayons conscience de la chance que nous avons d'être en bonne santé et apprécions-le. Nous sommes là pour vous aider. Soyons attentifs à apporter la lumière autour de nous, à aider ceux qui en ont besoin et à supporter ceux qui souffrent. Nous sommes là pour vous aider.